Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre direct traditionnel habituel pour ce samedi. Aujourd'hui, 26 janvier 2019, nous allons commencer dans une dizaine de minutes. Le temps pour nos différents participants de joindre et de partager les vidéos. Donc, le temps pour moi également de partager dans certains groupes et certains réseaux. De personnes qui joignent peuvent éventuellement partager avec son réseau d'amis. Merci et à tout à l'heure.
Bonjour Angèle, je ne peux pas répondre au téléphone. Malheureusement, je suis en direct, donc je te rappelle plus tard ou bien contacte-moi plus tard. Merci. T'as déjà regardé quelque chose? Oui, bonjour, bienvenue en ligne, Gisèle. Nous allons commencer dans quelques instants. Partager. Je commande dans 1 minute. Happy birthday
Donc, merci de votre attention. Le but de cette rencontre va essentiellement être basé sur les différentes possibilités d'utilisation de la plateforme SureSwap. En fait, je vais entre-temps redéfinir quelques paramètres sur lesquels nous avons eu l'occasion de parler jusqu'ici, notamment la blockchain et des concepts et notions qui y vont avec. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de la tokenomie, c'est-à-dire, c'est quoi la tokenomie? C'est ce nouveau concept qui définit un ensemble de règles et de mécanismes de fonctionnement dans un environnement de token. Alors, le token, dans le fond, c'est un mot très banal, c'est vraiment simple à le comprendre. C'est une sorte de transformation ou bien de remplacement dans un environnement digital de tout ce qui est actif traditionnel. C'est-à-dire quand on parle d'actifs ici, on va parler éventuellement de l'argent, on va parler des biens, c'est-à-dire ça peut être un bien immobilier comme des maisons. On va parler également des parts dans des entreprises et puis on va parler des choses de valeur comme votre identité. On dit votre identité, vos données personnelles, ça, c'est des éléments qui peuvent être tokenisés. Alors, si je reste au niveau de l'identité, aujourd'hui, vous avez votre identité qui est matérialisée à travers une pièce d'identité, c'est-à-dire la carte. Alors, cette carte, elle est physique, elle est émise par une autorité, donc, qui le gère à travers peut-être une base de données ou un fichier qui peut être dans un ordinateur ou un registre physique. Alors, si on le tokenise, écoutez bien, si on le tokenise, ça veut dire qu'on doit prendre cet état des choses qui est un objet physique, l'inscrire sur un registre digital, notamment la blockchain, pour le rendre plus sécurisé et plus facilement traquable, c'est-à-dire on peut facilement le tracer et l'identifier où il est rendu. Là, ça apporte une autre façon, une autre dynamique du monde où les objets et les éléments physiques seront facilement reconstitués et identifiables sur un registre où tout le monde, ça peut être public ou privé. Et la bonne nouvelle, c'est que plus on peut facilement identifier quelque chose, plus on a un élément de preuve, un élément de vérification de cette chose où elle se trouve. Alors, pour arriver au fait, c'est-à-dire pour pouvoir parler des points que nous allons aborder aujourd'hui, c'est-à-dire le e-action ou le e-share, qu'on a nommé ST20, c'est-à-dire ce sont les actions, les parts de Banca. Et puis également, on va parler des e-bons, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut matérialiser les bons sur un environnement de blockchain. On va également parler de comment on peut émettre la crypto sous forme de notes, c'est-à-dire comme un billet de banque. On va également voir de façon matérielle comment ça se passe comment ça se fonctionne comment ça se déroule effectivement sur la plateforme SureSwap. Pour revenir sur qu'est-ce que SureSwap. SureSwap, donc, c'est cette plateforme qui est sur la blockchain. C'est une plateforme multifonctionnelle et multimodale. C'est-à-dire, à travers cette plateforme, vous avez accès à une panoplie de solutions, de services et de produits. Non seulement bancaires et financiers, mais également de systèmes d'information. C'est-à-dire, vous avez accès à un marché complet. Alors, je veux définir les notions comme la cryptographie. Parce que quand on parle quelque chose est crypté, de façon simple, dans un vocabulaire simple, crypter une chose, c'est de prendre la chose, la rendre difficilement identifiable ou déchiffrable. Donc, si je crypte ma photo,
vous ne pouvez pas le voir. Si je clique par exemple ce direct, vous allez voir quelque chose de blanc qui demande peut-être une clé ou un paramètre pour pouvoir y accéder. Donc, c'est aussi simple que ça. Alors, dans le domaine de la technologie, c'est-à-dire de l'informatique, précisément, il y a un ensemble d'outils et de solutions qui permettent de crypter une donnée. Nous utilisons notamment le système de cryptage dans la blockchain qu'on appelle le SHA-56. Alors, le SHA-56, ça veut tout simplement dire Security Hashing Algorithm. Donc, c'est un système où, si je prends une donnée, par exemple, cette feuille, où il y a un ensemble d'écritures, de textes, de contenu que je vais hacher, c'est comme on dit, quand je prends une tomate, je hache, je le rends en petits morceaux. C'est impossible de revenir à l'état initial dont la tomate était ronde. Vous comprenez un peu? Donc, si je prends ce test, je le hache, ça va me donner un identifiant de 56 caractères, 56 bits qui identifie ce test. Donc, et à chaque fois que je veux modifier le test, il va générer un nouveau identifiant. Donc là, c'est innovant comme solution parce que ça permet de gérer un ensemble de données en termes d'intégrité, en termes d'impossibilité de falsification. Ça veut dire que si je hache vos informations personnelles sur un registre, il est impossible que quelqu'un modifie cela. À chaque fois que quelqu'un va toucher, ça va générer un autre identifiant. Est-ce que vous comprenez? Alors, cet ensemble de solutions vient donc s'ajouter à la technologie de réseau, c'est-à-dire le réseau distribué ou le réseau Internet, qui permet aux différentes parties d'envoyer leurs données ou leurs informations ou quelque chose de valeur à une autre personne sans se soucier qu'elle peut être falsifiée. Donc, si je vous envoie de l'argent à travers Internet, sur la blockchain, c'est difficile qu'on puisse craquer cet argent. Or, dans le système traditionnel aujourd'hui, quand vous faites un virement de compte à compte de votre banque, il y a un risque énorme que cette valeur soit craquée. Pourquoi? Parce que cette transaction utilise un serveur qui est contrôlé par un tiers qui est la banque. Donc, cette banque, dont le fameux mot revient tout le temps, est au cœur de vos transactions. C'est lui qui décide ou pas si l'argent qui est parti de votre compte va arriver au compte destinataire. Alors, dans cette dynamique, la blockchain vient dire non, on n'a pas besoin d'une tierce personne, de ce tiers de confiance pour valider ou non une transaction. On peut facilement l'automatiser. C'est ça que l'algorithme blockchain va faire à travers le hashing pour dire, OK, je veux émettre cet argent à partir d'un point A, le gérer de façon automatisée sans possibilité de le falsifier parce que le risque, c'est qu'il y ait une personne qui intente la falsification et qui soit sereinement, avec toute sécurité, déposée exactement au destinataire. D'où la notion des clés. Parce que la clé ici, c'est l'élément qui permet d'identifier la transaction à son point initial et de le délivrer à son point final. Alors, il y a la clé publique, ou on peut appeler adresse publique, qui est donc l'identifiant de premier ordre qui est public, comme votre compte bancaire. Là, je ne veux pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé. Il y a la clé également privée, qui est comme votre NIP. Donc, si quelqu'un a votre NIP, il peut accéder à votre compte. Vous comprenez? Si quelqu'un a votre mot de passe, il peut accéder à votre boîte de lettres email. Donc, la question maintenant, c'est de mettre ces différents éléments en exergue pour gérer les valeurs à travers des plateformes. C'est-à-dire, on n'aura plus besoin de dire, si je veux envoyer, transmettre un titre foncier à une personne X, je dois forcément passer par un notaire. Est-ce que vous comprenez? Si je veux transmettre ma propriété, c'est-à-dire un terrain, je dois aller voir le notaire qui doit s'assurer que j'ai le droit, que j'ai le titre foncier qui est délivré par une autorité pour certifier que c'est moi le propriétaire, etc. Et effectuer une transaction par un acte notarial authentique vers la personne. Alors, dans l'environnement de la blockchain, on peut procéder au transfert de propriété sans passer par cette personne. Je m'explique. Alors, si vous pouvez prouver la preuve d'existence et de propriété
à travers un document. Vous l'avez juste à le mettre en exergue, qui peut être vérifié par les autorités ou les parties qui peuvent témoigner qu'effectivement vous êtes le propriétaire. Donc, au moment où vous allez le transférer à une personne, vous avez juste à initier cette transaction comme un courrier ou un mail que vous envoyez à une autre personne. Alors, la blockchain, selon les termes et les conditions, parce que ça va utiliser le mécanisme de contrat intelligent. Ce contrat intelligent, on va notamment accompagner ce processus, c'est-à-dire s'assurer qu'effectivement vous êtes le détenteur du titre à travers un ensemble de règles et de conditions qu'on a définies et gérer le transfert à la personne en s'assurant qu'effectivement cette personne vous transfère la valeur qui a été définie. C'est-à-dire s'il doit acheter ce terrain à 1 million, notamment, et que cette valeur de 1 million est dans un registre, c'est-à-dire dans son compte, la blockchain va s'assurer que l'argent est transféré chez vous avant de délivrer le titre foncier à son nom. Donc, c'est ça que nous allons voir comment ça se passe avec SureSwap, comment SureSwap a été capable, par les prouesses de l'équipe projet dont je fais partie de SureBanca, a été capable de travailler pour créer cet environnement, c'est-à-dire créer cet environnement de transaction qui était avant fait manuellement avec beaucoup d'intervenants, qui coûtait cher en termes de transaction, pour le rendre plus rapide, plus moins cher et plus sécuritaire. Quand quelque chose est sécurité, ça veut dire qu'il n'y a pas possibilité que cela soit modifié ou supprimé, ou une attaque externe pour pouvoir influencer. Donc ça change tous les paradigmes de la transaction, ça change tous les paradigmes des rapports entre les humains, et ça change également la notion de valeur, d'argent. Donc, si on revient donc à cette notion centrale qui est au cœur des rapports entre les gens, c'est-à-dire l'argent, ou bien toute chose qui a de la valeur, on va se rendre compte que depuis la nuit des temps, la question d'échange, la question de partage, la question de transfert a tout le temps posé problème. Surtout sur ce qui a de la valeur. Aujourd'hui, les gens sont à l'aise avec, par exemple, des plateformes Internet où ils échangent des informations, mais il y a un risque également inhérent sur la véracité de cette information, sur la capacité que cette information soit altérée, c'est-à-dire soit modifiée à un point qu'elle ne soit pas réellement vraie, le reflet de la réalité des faits. Alors, cette chose-là a créé tellement de friction et de peur de pouvoir interagir dessus. Donc, nous, avec les plateformes sur la blockchain, on essaie de briser ce mythe parce que la grosse révolution que ça apporte, c'est cette capacité d'utiliser le mécanisme de hachage dont j'ai dit, c'est-à-dire pouvoir prendre une donnée, le rendre un ensemble d'éléments fixes de 56 caractères qui identifient uniquement ces données. Comprenez un peu, et qui est anonyme. Donc, cette donnée, ça demande un certain effort pour le déchiffrer. Donc, après, quand je veux rentrer dans l'aspect purement test pratico-pratique, vous allez voir effectivement que quand je fais une transaction, il va le crypter immédiatement, de telle en sorte que si je ne vous donne pas le code, vous ne pouvez pas avoir accès. Deuxième des choses également, on va parler de la notion les notions classiques, c'est-à-dire les éléments qu'on a dans le monde réel actuel, comment ils se matérialisent dans l'environnement blockchain, notamment les actions. Si vous regardez aujourd'hui, il y a une certaine lenteur et une lourdeur dans les transactions d'émission de parts, c'est-à-dire si une compagnie veut lever les fonds pour financer, par exemple, sa création ou son développement ou sa croissance, elle va souvent aller vers des personnes qu'on va appeler institutionnelles. C'est ce qu'on appelle des gens qui ont déjà eu affaire avec ce genre de choses. Ou bien des personnes nantis. Donc, vous voyez un peu déjà qu'à la base, il y a une certaine exclusion. Il y a certaines personnes qui sont exclues dans la transaction, qui sont exclues même à avoir accès à certains privilèges, si on peut l'appeler ainsi,
en termes de prendre part à un projet ou à une entreprise qui a un potentiel. Donc, du coup, ça crée déjà à partir de là une sorte de fracture sociale où les riches sont condamnés à être riches. Cette notion, j'aime toujours revenir dessus parce que c'est là où la blockchain apporte réellement une transformation. De dire, OK, aujourd'hui, on a pu déjà rendre l'information démocratique. On a pu démocratiser l'information qui a été pendant longtemps centralisée, contrôlée par l'élite ou bien par un groupe plus de personnes. On va aller vers une sorte de décentralisation pour rendre ça disponible pour tout le monde, pour ce qui est de l'argent et d'accès à des choses de valeur. Donc, l'action d'une compagnie comme Shaw Banka aujourd'hui va faire l'objet d'une sorte de levée de fonds à travers des plateformes où toute personne peut y participer, ce qui est carrément quelque chose qu'on n'avait jamais pensé. Vous comprenez? Dit aux gens qui n'ont pas accès peut-être à certaines plateformes ou bien à certaines parce qu'on considère qu'ils n'ont pas les moyens ou bien ils ne sont pas assez éduqués pour le faire. Pour moi, c'est une aberration. Une aberration, pourquoi? Parce que la notion d'avoir une connaissance ou la maîtrise d'une chose part d'un processus d'apprentissage, d'un processus d'essai, d'un processus d'échec et d'un processus de répétition jusqu'à ce qu'on réussisse à le faire. Alors, si certaines personnes ont tendance à vouloir faire croire aux autres que non, ils n'ont pas le droit de faire certaines choses parce qu'ils n'ont pas la compétence, c'est faux. C'était vrai peut-être quand l'information était contenue dans un endroit où certaines personnes contrôlaient. Aujourd'hui, l'information est disponible. Vous pouvez tout apprendre. Vous pouvez aller chercher toutes les données. Les gens doivent savoir que l'outil qu'ils ont, c'est-à-dire leur téléphone, leur donne accès à un monde incroyable, leur donne accès à une panoplie d'informations de tout ordre. Il est question maintenant de se lancer dans un processus d'apprentissage, comme je dis, d'aller chercher vous-même l'information, d'être curieux, d'aller apprendre. Donc, je ne veux pas ici insister sur l'aspect investissement parce que c'est très complexe. Il y a un ensemble de règles qui les caractérisent, qui les définissent selon les contextes juridiques. Mais je veux rester dans une sorte de globalité, de généralité pour expliquer aux gens comment ils peuvent tirer profit, comment ils peuvent être vraiment au pas avec ce qui se passe dans le monde et prendre des positions qui vont techniquement aller générer des retours en termes d'avantages économiques ou bien de profit ou de gains. Mais il faut être prudent, il faut comprendre les choses de façon un peu plus large, être souple, ne pas avoir peur d'aborder certaines choses. Donc, quand on va lever les fonds à travers une plateforme comme Shaw Banka, en offrant la chance à tout le monde, sur les 4 coins du monde, de pouvoir acquérir des parts, c'est exceptionnel. Et ces parts sont hyper sécuritaires. C'est-à-dire que ce processus d'acquisition des parts obéit aux normes traditionnelles tout en étant disruptif. Vous comprenez? Aux normes traditionnelles, ça veut dire quoi? Est-ce que les intérêts des parties sont respectés? Oui. Est-ce que l'information qui accompagne ce processus est suffisamment ouverte et disponible pour tous? Oui. Est-ce que dans ce cadre, il y a une certaine transparence? Oui. C'est-à-dire tout le monde peut vérifier, tout le monde peut voir qui a eu quoi, où et quand. Parce que c'est ça le rôle de l'autorité. C'est ça le rôle de celui qui contrôle si les choses sont faites. Parce que si on regarde bien, la société aujourd'hui obéit à un ensemble de règles, de mécanismes, de lois, des règles du droit qui sont là pas pour réprimer certains ou bien pas pour créer une certaine discrimination. Non, c'est pour rechercher la justice. La justice à tous les niveaux et dans tous les domaines. Alors, le rôle d'un État, donc, c'est d'offrir la justice comme service. Justice as a service. Alors, si on veut offrir la justice comme un service, il faudrait qu'on crée de l'environnement ou des cadres propices pour que cette justice soit réellement disponible, qu'il n'y ait pas juste une sorte de complaisance où certains vont
avoir tendance à vouloir donner la justice, mais ne pas réellement la donner parce qu'ils vont cacher certaines informations ou bien faire peur que c'est complexe ou c'est compliqué. Vous me comprenez? Donc, c'est là où on dit non, je vais aller plutôt dans une sorte de donner l'information, accompagner les gens pour qu'ils aient une certaine clarté, éclairer leur lanterne pour qu'ils aient une certaine aisance en termes de processus décisionnel. Parce qu'en fin de compte, la décision revient à chacun, c'est-à-dire la décision de faire ou de ne pas faire, la décision de choisir ou de prendre une action en vue d'avancer. Alors, il y a une sorte de rapport de force entre le système traditionnel et ce nouveau système. Le système traditionnel est marqué par une sorte de centralisation et une sorte de coordination à un point. Je répète, que ce soit l'État, que ce soit les entreprises, que ce soit les entités qui contrôlent. Mais nous voudrons que cette coordination soit consensuelle. Nous voudrons que cette coordination soit transparente, que ça soit vérifiable par tous. Parce que si à chaque fois, on a donné le pouvoir ou le rôle à une personne de contrôler, quand vous donnez votre argent à votre banque, vous lui donnez le droit de contrôler, de s'assurer que vos avoirs sont justes. Mais cette personne, on a longtemps fait confiance à eux. Est-ce qu'ils sont vraiment des gens de confiance? Est-ce que ces gens nous disent réellement, de façon claire, transparente et vérifiable, que nos données sont en lieu sûr et qu'on peut facilement les vérifier? Pas certain. Donc aujourd'hui, on en est arrivé là avec la blockchain où l'information qui va être partagée, l'information qui va être transmise, va être une affaire de tout le monde. L'information doit être disponible et la valeur aussi. Parce que si on a l'information, on a le pouvoir, on a la richesse. Alors, si la richesse devient démocratique, si on démocratise la richesse, ça veut dire qu'on va aller maintenant dans une logique de marché. Donc, ça veut dire que toute personne qui veut acquérir l'avoir doit aller se confronter sur le marché, que ce soit une entreprise, un individu ou un État. Les gens m'ont demandé une fois récemment, mais comment est-ce que c'est régulé? Oui, c'est très, très bien régulé. Déjà, je vous garantis, l'algorithme de la blockchain obéit à une certaine logique de régulation, d'autorégulation qui respecte les intérêts des parties prenantes. Je répète, ça respecte les intérêts des parties prenantes. Donc, la blockchain de Shorbanka, c'est-à-dire l'écosystème, tous les écosystèmes de Shorbanka, a notamment mis en place un ensemble de principes, de règles, de normes, de contrôle et de sécurité qui obéit à tout ce qui est respect des droits de chacun, contrôle des parties, et même que ce soit des parties antagonistes ou protagonistes. Et c'est ça où la blockchain joue un rôle prépondérant. Donc, si je parle maintenant des actions ST20, qui est une sorte de e-action, ce sont les parts de Shorbanka dont nous mettons la vente à la disposition de monsieur, madame, tout le monde. Alors, dans ce processus d'acquisition des parts, il y a un ensemble de règles qui est également calqué sur les normes qui régissent la vente des parts d'une compagnie dans le monde traditionnel, mais de façon à ce que la personne qui veut procéder à l'acquisition de ces parts ait l'information dont il a besoin. Ça veut dire que quand vous allez vous loguer sur la plateforme dont je veux noter ici, SureSwap, pardon. Quand vous vous loguez ici, par exemple, vous aurez à passer un processus de validation de votre profil. Ce processus, c'est quoi? Vous allez vérifier si vous avez créé votre compte en respectant les différents champs qui sont définis. Et également, ça va vérifier si vous avez renseigné votre identité. Parce que là, c'est une plateforme financière où l'argent va transiger, ce qui veut dire que à chaque fois où vous allez devoir passer à l'étape où vous devez effectivement faire une transaction, vous devez passer le processus KYC.
Ce qui est aussi, donc, c'est cette phase qui va permettre de vérifier que vous êtes effectivement la personne, c'est-à-dire il s'agit de bien connaître son client. Ce processus est également appliqué dans les banques et les institutions financières. Ça va également permettre de savoir si, par exemple, nous avons toutes les informations dont on a besoin pour pouvoir transiger, pas pour le mettre à la disposition d'un tiers ou qui que ce soit, non, c'est juste pour une question de sécurité et de garantie pour la personne qui va interagir là-dedans. Deuxième des choses également, une fois que vous êtes sur la plateforme, vous allez, je vais passer à l'étape de test dans l'environnement test, vous allez voir comment ça se déroule. Dans cette deuxième partie, il est question pour vous maintenant de procéder à la transaction, c'est-à-dire d'effectuer une transaction d'achat d'actions ou bien une transaction d'acquisition de tokens. Troisième chose maintenant, vous allez voir comment il va se déposer dans votre environnement à vous, c'est-à-dire votre porte-monnaie électronique. Et également, vous pouvez vérifier la transaction. C'est ça qui est important, c'est-à-dire la capacité de pouvoir vérifier que j'ai fait une transaction, il est parti d'ici à là, je peux le matérialiser en termes de contrôle et je peux également avoir une preuve. Ça, c'est phénoménal. Donc, la preuve ici, c'est quoi? C'est déjà la transaction que vous pouvez voir dans l'historique. Et deuxième, c'est le document qui est généré. Donc, quand vous allez acheter cette action, ça va, vous allez payer, vous allez effectuer, compléter le processus de paiement. Ça va générer un certificat, c'est-à-dire le certificat, donc c'est ce document qui matérialise qu'effectivement, vous avez ce part dont vous devenez détenteur. Alors, le fait de détenir les parts obéit également à la logique du fonctionnement, c'est-à-dire de l'émission et de la gestion des actions dans le monde traditionnel, mais en ce moment, sous votre contrôle. Ça veut dire quoi? Quand vous avez le part, il a plusieurs, nous avons défini une certaine période de maturité. La période de maturité est de 2 ans, c'est-à-dire 24 mois. Également, il y a d'autres personnes, tu peux décider de le garder aussi longtemps que le champ bancaire existe. Donc, c'est une sorte de détention à l'infini. Donc, nous l'avons fixé à 10 ans. Après 10 ans, il y aura une sorte de libération et que vous pouvez le replacer encore pour les 10 autres années. Alors, dans ce processus, vous avez maintenant votre action. Vous pouvez décider de le transférer ou de le transmettre. La transférabilité, vous transférez ça à une autre personne. Ça peut être transféré à quelqu'un comme un héritage ou bien donné à quelqu'un pour garantie d'une dette. Alors, dans ce processus de transfert, vous devez, notamment sur la plateforme, nous avons mis en place un ensemble d'éléments qui permet d'identifier la personne qui veut transférer son actif et de s'assurer que la personne qui va recevoir l'actif lui a fourni une adresse. L'adresse ici, c'est quoi? C'est l'adresse qui identifie son portefeuille sur la blockchain. Et la transaction se fait de façon autonome à toute heure et à tout moment, aussi longtemps que vous avez accès à Internet. Ce qui est incroyable. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, vous avez les actions d'une compagnie, les actions réelles, que vous voulez faire un transfert. Il y a un ensemble d'éléments à fournir comme preuve et également de processus administratif et légal qui est très, très lourd. Alors là, comment on peut le gérer aujourd'hui dans l'environnement blockchain? C'est de rendre ça aussi facile, aussi simple, où tout le monde peut le juger et vérifier qu'effectivement, aujourd'hui, monsieur A a transmis deux actions de la compagnie B dont il détenait à monsieur B. Aussi simple que ça. Où on ne peut pas le supprimer une fois qu'il est transmis. Donc, s'il a transmis, on va avoir les traces. Dans 20, 30 ans, on pourra vérifier qu'effectivement, à telle date, il avait fait. Deuxième des choses maintenant, qui est très, très important dans l'environnement short swap, dont j'ai parlé de la tokenomie, c'est que vous pouvez, à travers cette technique qui consiste à transformer ou à remplacer un actif ou un objet de valeur par un identifiant, gérer même votre argent dans cet environnement-là. Ça veut dire que vous avez déposé, par exemple, l'euro ou le dollar
qui est tokenisé. Vous décidez maintenant de dire, OK, je veux émettre des bons liés à cette valeur que j'ai. J'ai peut-être 100 euros, je veux émettre 10 bons de 10 euros. Alors, ces bons, vous allez le générer dans votre plateforme, 10, et puis vous pouvez maintenant l'envoyer à 10 personnes. Ces personnes qui reçoivent ces bons, ça tient lieu d'une valeur. Ça veut dire que ce bon, c'est une sorte de titre de créance ou titre de dette. Ça vous permet de faire un rachat par la suite. Vous pouvez dire, OK, je mets ce bon pour une durée de 20 jours, 15 jours, 30 jours, selon le cas, qui permet que ce bon doit être exécuté avant ce délai. Comme par exemple, quand vous allez en magasin, vous achetez un produit, quelqu'un décide de vous donner une carte cadeau, c'est une forme de bon. Vous avez le droit de l'utiliser après. Alors, ce bon peut être utilisé après pour racheter quelque chose. Alors, lorsque vous l'utilisez, il y a donc un mécanisme de rachat. C'est-à-dire ce bon est racheté à travers la plateforme digitalisée. Le bon qui peut être digital et aussi également, vous pouvez l'imprimer parce qu'on peut l'avoir sous les deux formats. Hein, c'est-à-dire que quand quelque chose est digital, on peut le générer, on peut l'imprimer pour celui qui veut un document physique. Et ce même principe de bon, on l'applique également aux cryptos. Parce que l'environnement de la crypto aujourd'hui est très, très, très difficile à comprendre ou bien à le rendre digeste dans un environnement comme en Afrique où on n'a pas accès à l'Internet ou à certaines choses. Nous, on permet à ce que des gens qui ont accès à Internet peuvent générer des cryptonotes, c'est-à-dire générer des billets de crypto qui vont donner aux gens qui n'ont pas accès à l'Internet. Alors, cette billet de crypto, c'est de l'argent. Et c'est de l'argent qui a plus de valeur parce qu'il n'est pas falsifiable, il a une valeur plutôt déflationniste. Donc, il ne peut pas perdre la valeur avec le temps. On ne peut non plus le falsifier. Vous comprenez? Alors, cette note de crypto aura une sorte d'identifiant par le mécanisme de hashing, donc je vous ai expliqué tout à l'heure, qui lie ce note de crypto à une base de données blockchain vérifiable par tout le monde. Ça, c'est révolutionnaire. Donc, c'est quoi? J'ai écrit la dernière fois un texte où j'expliquais que pour des États ou des organisations qui sont vraiment soucieux de devenir ou bien d'améliorer leur process, de rendre leur mécanisme de fonctionnement plus efficace et plus efficient, ils n'ont pas d'autre choix que d'utiliser un tel environnement parce que ça rend la tâche facile pour tout le monde, que ce soit de créer un environnement qui permet de mapper ou d'indexer les actifs traditionnels sur un registre vérifiable et traçable par tout le monde et rendre le travail plus aisé pour tout le monde. Or, si vous regardez aujourd'hui comment fonctionnent les organisations, les entreprises et autres, ils ont un modèle très, très opaque, malgré même avec l'avènement d'Internet et des systèmes, des logiciels de gestion intégrés. Il y a une sorte de difficulté d'interaction entre les entités distinctes. Pourquoi? Parce que les systèmes n'est pas interopérables. Il n'y a pas une sorte de traçabilité. Donc, chaque entité est obligée de faire un travail de réconciliation, de vérification, que les informations qui sont situées chez A et B concordent. Or, ça, on n'a pas besoin de ça dans un environnement de blockchain parce que l'écosystème blockchain de Shore Banka, par exemple, crée une sorte d'interopérabilité. L'interopérabilité, c'est un mot très banal. C'est tout simplement dit que comme j'opère chez A, il y a une sorte de mécanisme technologique qui permet d'interopérer, c'est-à-dire que les informations qui sont chez A et chez B puissent communiquer de façon plus évidente, plus simple, à travers des plateformes. C'est ça un peu. L'autre chose qu'on va parler également, c'est la notion en fait, je veux parler également des éléments comme le short save et le short swap. C'est quoi en fait le short save? Le short save, nous avons créé un ensemble de produits pour répondre à des besoins spécifiques ou à des domaines bien précis. Le short save, c'est des systèmes d'épargne très très simples, très faciles, qui sont définis sur le temps. Ça veut dire que je veux pouvoir épargner
mon argent peut-être sur 12 mois avec un mécanisme de gestion de retour sur cet argent épargné, c'est-à-dire un intérêt, c'est-à-dire au lieu de mettre dans un endroit qui ne me génère pas de profit, je le mets dans short save sur 6 mois, sur 3 mois, sur 12 mois, sur 18 mois. Alors, durant cette période, cet argent va générer des récompenses, des intérêts avec un mécanisme comme une sorte de tirage au sort pour récompenser ceux qui ont pris la peine de mettre l'argent dans ce produit spécifique. Et ça, vous avez le contrôle à travers votre plateforme SureSwap. Vous voyez la période de maturité de votre argent que vous pouvez le racheter par la suite. Donc, je veux rentrer dans l'aspect pratico-pratique tantôt. Vous allez voir un peu comment tout ce que j'explique théoriquement fonctionne. Et puis, vous avez Short Plus. Short Plus, alors, c'est une grosse révolution du côté de la gestion des obligations, c'est-à-dire des titres de créances ou des bons. Par exemple, aujourd'hui, si un État ou un organisme ou une entreprise veut émettre des titres de créances, c'est-à-dire ils ont besoin d'argent pour financer un projet, au lieu d'augmenter le capital, ils préfèrent donc émettre des titres obligataires. Donc, les obligations, c'est une sorte de créance dont l'entreprise a envers des personnes. Donc, il va passer par un marché public, il peut aller vers une banque, dire, OK, je veux lever, disons, 1 milliard de francs CFA avec des titres de créance. Donc, on va dire, OK, je veux, ces 1 milliard-là, ça va être un titre à 10 000 multiplié par 100 000. Donc, ça fait donc, les 1 milliard. Alors, tout ce processus d'émission et de gestion de la vente de ces titres-là coûte cher et très lourd au niveau transactionnel. Sur l'environnement blockchain, c'est facile. Avec Short Plus, par exemple, nous avons créé une sorte d'obligation d'épargne très facile, avec des périodes de maturité très simples et gérées à travers la plateforme blockchain. Donc, on émet l'obligation, le bon, vous achetez, vous avez le bon et vous recevez vos coupons d'intérêt tous les 3 mois, tous les 6 mois. Et à la fin, vous décidez donc à la maturité, vous récupérez votre argent, vous est remboursé. Et pendant cette période, vous pouvez décider de négocier vos bons, c'est-à-dire vous pouvez le revendre dans un marché d'occasion, la même chose qui se passe dans le système traditionnel, mais cette fois de façon décentralisée et de pair à pair. Donc, ça crée une sorte de marché où les gens vont pouvoir interagir de façon évidente et simple. Donc, c'est à peu près ça. Donc, là, cette partie va dans... à sa fin, je veux passer à la partie pratique parce que vous allez devoir m'excuser parce que mon système ne me permet pas d'interagir directement avec la plateforme d'essai. Donc, je vais devoir arrêter et puis me loguer de nouveau en partageant mon écran de test. Donc, à tout à l'heure, reconnectez-vous